Des fois, tout semble en ordre. Puis un jour, on s'attarde un peu trop. Et quand on regarde derrière la façade, quelque chose vacille. Ce qui nous paraissait simple se complexifie. Alors pour comprendre, il suffit de pousser la porte. Bienvenue dans l'apocalypse. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau des récits post-apocalyptiques. Pour ceux qui seraient un peu étrangers à cet univers, Fallout est une franchise de jeux vidéo dont le premier opus est sorti en 1997 sur PC. L'histoire dépeint un monde où la guerre froide ne s'est jamais arrêtée et où l'Amérique s'ancre dans un progressisme technologique, une société hyper capitalisée, où règne la crainte de l'anéantissement nucléaire. Et en 2077, l'épée de Damoclès s'effondre sur le monde, celui-ci étant réduit à un immense désert. Bien heureusement, une partie de la population est parvenue à se réfugier dans des bunkers souterrains. Dans la plupart des opus, vous incarnez un survivant ou descendant qui découvrira le nouveau monde qui s'est reconstruit sur ce champ de ruines. Il n'y a eu pas moins de 6 jeux à ce jour, sans compter les spin-offs. Au fil des opus, le ton a su évoluer. La critique acerbe et noire des premiers jeux s'axe vers un monde plus absurde et où la réflexion s'élargit. Bref, Fallout, c'est une licence qui a une longue liste de beaux jeux derrière elle. Mais Fallout, ce n'est pas qu'un jeu d'action, c'est une satire de notre société moderne. Connaissez-vous l'Uchronie ? L'Uchronie, c'est un genre de fiction qui réécrit l'histoire avec un grand H. Les auteurs d'Uchronie utilisent un fait historique réel pour le dévier et créer une suite d'événements différents d'une autre. On peut notamment citer Philippe K. Dick et son œuvre Le Maître du Haut Château, qui vient imaginer le monde si l'Allemagne et le Japon avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Dans la même idée, en jeu vidéo, on a Wolfenstein par exemple. En bref, l'Uchronie a un lien très profond avec la critique sociale et politique. Les jeux Fallout, quant à eux, s'ancrent dans un monde où les années 50 ne se sont jamais arrêtées. L'État investit toutes ses ressources dans le progrès technologique, et notamment dans le nucléaire. Ce qui donne à Fallout cette esthétique si particulière, mêlant nouvelles technologies, mais design rétro-futuriste. Les dessins animés, les tenues, les véhicules, tout semble dater d'une époque lointaine, bien que la technologie soit bien plus avancée que la nôtre. Mais si Fallout ressemble à une carte postale des années 50, c'est parce qu'il parle avant tout de cette époque représentée. L'American Dream. That peace is not beyond our grasp. There is no conflict between the legitimate interests of the free world and those of the Soviet Union. Un rêve de progrès, d'abondance infinie. L'idée du rêve américain, c'est que n'importe qui peut devenir prospère s'il s'en donne les moyens. Cette idée explose après la victoire des États-Unis de la Seconde Guerre mondiale. En unique superpuissance mondiale, l'Amérique devient le symbole de la réussite. Les médias, les films, les publicités créent un mythe visuel, faisant des États-Unis un pays moderne, prospère, tourné vers la réussite et le progrès. C'est là que naît l'esthétique des années 50, des images que tout le monde connaît. L'Amérique nous vend un pays de réussite, où l'argent achète le bonheur, et ainsi s'installe la méritocratie au sein de cette société. Et c'est ainsi que se développe le capitalisme moderne. Fallout critique avec véhémence la technologie, devenue une religion. L'énergie atomique est devenue la ressource majeure dans ce monde, permettant de pallier à n'importe quel problème de la vie, et ainsi faire évoluer la société. Mais Fallout cherche à montrer les déviances de cette croyance. Le progrès technologique est perçu comme synonyme de liberté, de sécurité. Les jeux poussent cette croyance à l'extrême. Tous les humains de ce monde misent sur la technologie, mais rapidement, elle devient incontrôlable, ou est transformée en instrument de destruction plutôt qu'en outil. Et je pense qu'il est temps qu'on parle de Voltec.
Voltec Corporation est une société spécialisée dans la construction. Ils ont été mis en contrat avec l'État pour fabriquer des abris antinucléaires. Et Voltec promet une chose dans ces abris par la publicité. Vous pourrez toujours consommer en étant heureux même après l'apocalypse. Mais sous couvert d'une bonne image, la vérité est tout autre. Car en plus de transformer la peur de la guerre nucléaire en profit, lorsque la grande guerre éclate entre les États-Unis et la Chine, les résidents se réfugient dans les bunkers. Mais le prix de ce faux confort à payer est cher. Ils deviennent les cobayes de cette société. La quasi-totalité des bunkers que vous pourrez parcourir dans les différents jeux Fallout sont en réalité soumis à différentes expériences qui permettent de continuer la recherche et le progrès technologique, mais cette fois-ci à grande échelle. On appelle d'ailleurs la plupart de ces résidents sujets, les ramenant à de banales variables mesurables, afin de savoir qui est le plus apte à survivre. Tout est quantifié, la peur, la faim, la moralité, les comportements sociaux. La survie humaine devient alors un chiffre dans l'ordinateur, et chaque expérience permet de maximiser le rendement. Fallout critique ce rêve américain, qui promet prospérité, confort et ascension sociale. Car sous couvert d'un prétendu rêve, ces idées sont vendues et sont utilisées pour manipuler et exploiter la population. Voltec fait croire à ses futurs résidents qu'ils participent à un plan qui sauvera l'humanité, tout comme les consommateurs croient participer au rêve du capitalisme. Et lorsque les bombes atomiques tombent, c'est la fin logique d'un système qui prétend une expansion infinie. Mais Fallout ne se contente pas de critiquer les dangers de la foi aveugle en le capitalisme et le progrès. C'est une critique acerbe des mensonges des gouvernements, ceux qui promettent l'apogée d'une société, mais aussi une critique de l'être humain, toujours tourné vers le passé. Que doit-on construire d'un monde aujourd'hui effondré ? Lorsque les lances nucléaires sont tombées, le monde laisse place à un immense bac à sable, où chacun est propre de reconstruire le château qui lui convient. Les grandes nations se sont effondrées, mais la vie, elle, continue. C'est l'ancien monde qui a disparu, laissant place désormais à l'anarchie. Dans les premiers jeux, c'est dans les terres désolées qu'on découvre des tentatives d'émergence de nouvelles civilisations. L'exemple le plus marquant est la petite communauté de sable ombragé, en VO Shady Sands. Ils sont d'anciens survivants d'un abri, l'abri 15. L'expérience qui avait été imposée au sein de cet abri était de rassembler des individus aux cultures et idées radicalement différentes, et ainsi récolter un tas de données et informations sur cette cohabitation. Forcément, les tensions se sont agrandies et ont déchaîné les colères. Le petit groupe qui nous intéresse est celui d'un certain Aradesh, qui viendra créer la communauté de sable ombragé. Et là, on rentre dans l'une des plus importantes factions créées dans Fallout, la Nouvelle République de Californie, la RNC. La RNC souhaite un retour à l'avant-guerre, un retour à une civilisation proche de l'Amérique d'antan. On passe rapidement du premier jeu d'une petite communauté de caravaniers qui tente de construire un nouvel avenir, au deuxième jeu où la communauté s'est développée à un tout autre niveau. Une politique s'est installée, une séparation de la justice et du pouvoir, mais également un accès à l'eau potable et à l'électricité. En bref, dans ce monde apocalyptique émerge une nouvelle société, résistante et sur le modèle américain, à tel point que même une économie s'est développée à nouveau. Et Sable Ombragé devient la ville la plus importante du désert nucléaire. On y interdit même la discrimination sur la base de genre. Même les individus touchés par les radiations tels que les ghouls et les mutants sont protégés par ces lois. Les RNC se veut clairement être représentatif des valeurs américaines d'avant-guerre. Alors forcément, quand on joue au jeu, l'idée de voir une civilisation aussi florissante avec de si belles valeurs semble être la meilleure option. Mais je pense sincèrement que Fallout critique bel et bien notre fâcheuse tendance à idéaliser le passé. Comme on en a témoigné dans la première partie, l'American Dream, tant sublimé, a grandement influencé les masses. La RNC est très rapidement retombée dans les mêmes modèles que son prédécesseur, les mêmes dérives expansionnistes, les mêmes inégalités. Et quand bien même il vaut mieux vivre en son sein que dans l'anarchique désert, Fallout fait de la RNC ses nouveaux États-Unis. Dans Fallout New Vegas, la RNC est plutôt perçue comme l'envahisseur. Elle n'est plus cette organisation ambitieuse et idéaliste. New Vegas la dépeint comme une nation qui a adopté la nostalgie de l'Amérique, des symboles patriotiques et une vision romantique de la démocratie. On voit dans New Vegas des soldats qui n'ont pas reçu leur solde, qui attendent depuis des semaines pour combattre. La faction se fait d'ailleurs de nombreux ennemis dans son désir d'annexer et de volonté de pacifier la totalité des anciens États de l'Amérique. Bref, la RNC s'en retrouve dépassée. Mais ce qui fait toute l'horreur, ce n'est pas que la RNC est un empire malveillant, elle est un empire nostalgique. En voulant ramener les plus belles années de l'Amérique, elle se retrouve dans l'incapacité de comprendre le monde d'aujourd'hui.
Le monde a changé et le passé n'est plus. Là est, je trouve, la plus belle critique de Fallout, la plus subtile. Et cette critique repose sur celle du passé idéalisé. Dans notre monde persiste une nostalgie toxique du passé. On entend un peu partout des « c'était mieux avant », des politiques promettant de retrouver une gloire passée. Fallout nous dépeint ce danger. À vouloir vivre dans ce souvenir, on y répète les mêmes erreurs. Avec le chaos ambiant dans ce monde, les survivants ont préféré se tourner vers une gloire passée, une Amérique qui était au sommet de sa puissance. Une autre faction, la Confrérie d'Acier, tente quant à elle de faire renaître les anciens héros, sauveurs du peuple, symbole d'un militarisme américain brutal. La confrérie se structure sur un ordre quasi religieux. On y préserve les vieilles technologies, les savoirs d'avant-guerre. Il ne crée presque rien de nouveau, pensant préserver le nouveau monde des erreurs passées. Et bien qu'ils paraissent également de bonne volonté en voulant freiner le progrès technologique, ils reproduisent les mêmes erreurs. Car par peur de cette technologie, la confrérie applique une politique conservatrice au sein des terres dévastées et provoque malgré tout la destruction de petites communautés qui survivaient grâce à celle-ci. Et cette idée de communautés qui se bâtissent sur les ruines de l'ancien monde, elles sont complètement logiques dans un univers post-apocalyptique. Les civilisations rebâtissent un nouveau monde sur ce qu'ils connaissent d'avant, en imitant, répliquant. C'est en fait un réflexe purement humain. Car le passé a une qualité précieuse, il rassure. J'en parle dans pas mal de mes vidéos, mais le cerveau a une absolue peur du vide. Les contrées désertes de Fallout en sont toute la représentation. Que faire dans un si grand chaos ambiant ? Eh bien, on se rattache à nos souvenirs et à ce qu'on connaît déjà, car le passé est bien moins terrifiant que l'avenir incertain. Et dans Fallout, le passé devient un mythe. L'humain simplifie chaque élément, chaque ruine, pour en faire des preuves d'un âge d'or imaginaire. On n'y voit alors que ce qu'il restait de positif de cet ancien monde. La sécurité, le progrès, la stabilité, mais on en oublie ses erreurs. Car en voulant recréer l'ancien monde, on recrée ses conflits, ses inégalités, ses idéologies. Les jeux ne nous disent pas que l'histoire se répète, ils nous le montrent. Les factions continuent la guerre, certaines viennent d'être rasées de la carte. En bref, le cycle se répète encore et encore. On peut détruire des civilisations, on peut réduire à néant le monde entier, mais les mécanismes humains, eux, ne disparaissent pas. Les logiques sociales, psychologiques, se reconstituent presque instantanément. Dans un monde détruit, c'est dans un premier temps la survie qui prédomine, puis l'instinct d'organisation, puis de domination. Pour vous illustrer mon propos, je vais prendre le jeu RimWorld. Dans ce jeu, vous prenez en charge un groupe de survivants sur une planète hostile. Au tout début, on prend en charge la survie immédiate. On fait en sorte que nos survivants aient de quoi se nourrir, s'abriter, se réchauffer. Mais une fois que ces besoins primaires sont couverts, on commence rapidement à organiser les tâches. Certains deviennent fermiers, d'autres constructeurs. C'est l'instinct d'organisation. On punit ceux qui désobéissent aux règles qu'on a instaurées et on commence à s'armer pour se protéger de l'hostilité. Et par la suite, on se prend carrément au jeu d'attaquer d'autres communautés qui sont hostiles à la nôtre pour asseoir notre pouvoir, c'est l'instinct de domination. Et le souci avec ce cycle, c'est qu'on répète encore les mêmes erreurs. Fallout, c'est l'histoire d'une humanité détruite qui se reconstruit pour refaire exactement ce qui a mené à la catastrophe. Fallout, c'est un miroir. Si l'on reprend l'exemple des différentes factions de Fallout, elles deviennent littéralement ce qu'elles combattaient. La RNC devient expansionniste, la confrérie d'Acier devient autoritaire. Les démocraties actuelles, qui prônent une liberté totale, suppriment la liberté. Internet, censé être à la base un espace de connaissances partagées, devient peu à peu un espace d'oppression et de contrôle. Aujourd'hui, l'innovation nous est montrée comme une solution universelle à tout. Tout devient plus efficace, plus rapide, mais on en oublie les risques. La dépendance aux outils, la perte de contrôle, la concentration de pouvoir dans quelques mains. Les réseaux sociaux, pensés pour rassembler et connecter les gens, sont devenus des outils d'influence et de surveillance. Le pouvoir attire encore et toujours les mêmes profils en quête de puissance. L'humain répète, inlassablement, les mêmes erreurs en boucle. Alors quand est-ce qu'on apprend un peu de notre passé pour réellement évoluer ? Quand apprendra-t-on à réellement regarder vers l'avenir plutôt que vers notre passé ? Il est temps de briser le cycle, réinventer l'avenir, détruire cette base qui ne cesse de détruire notre monde. Et s'il faut tout brûler pour enfin recommencer quelque chose de nouveau, on brûlera tout. En 2026 commencent les hostilités. On arrête de jouer les gentils.